Les actes du leader resteront dans les mémoires de par ses glorieux exploits difficilement gagnés. Ces actes perdureront. Ces actes échapperont à l'obscurité de la mort. Cela s'applique certainement au général George Patton. Son avancée fulgurante à travers la France et la libération de l'Europe resteront dans les mémoires aussi longtemps que l'homme honorera le courage comme une vertu humaine. Il est difficile de croire que George Patton Jr., qu'Hitler et les nazis craignaient tellement, avait été tout simplement Georgie. Dès son plus jeune âge, il avait toujours su qu'il serait un jour un général célèbre. Dans le respect de la tradition familiale, Patton commença sa carrière militaire dans la même école que celle de son père et de son grand-père, l'Institut militaire de Virginie. Un an après, il fut transféré à West Point, où il se révéla un cadet modèle, bien que, comme Washington et Napoléon, il était incapable d'orthographier un mot. Ce fut à cette période que Patton commença à se forger des idées bien arrêtées sur la conduite d'un militaire. À partir de ce moment-là, il sourit rarement de son sourire éclatant. Afin d'encourager les autres à adopter ses principes, il créa la première équipe de football de soldats pour les empêcher de boire et de jouer pendant les heures de relâche. Patton vit son premier tank lors de la Première Guerre mondiale. Convaincu que cet engin était l'avenir de la guerre, Patton étudia ce char de combat. C'est avec lui qu'il entra dans la bataille et devint un héros. Comme le premier commandant de char de combat, il fut toujours attaché à cette arme qui symbolisait sa forte et implacable personnalité. Après la guerre, Patton fut assigné à l'école de chars de combat de Fort Meade, où il rencontra et se lia d'amitié avec d'autres soldats qui partageaient son profond intérêt pour l'armée. Et parmi eux, un jeune officier nommé Dwight Eisenhower. Des millions de soldats américains durent bientôt endosser à nouveau leurs habits de guerre. En novembre 1942, le général de division George Patton Jr. commanda les forces occidentales de l'opération Torch, l'invasion alliée de l'Afrique du Nord. L'un des faits phares de cette brève campagne fut le commandement audacieux de Patton et plus tard, la bonne impression qu'il fit sur les Français et sur les Arabes. Des plans d'envergure furent élaborés qui allaient projeter le plus rude général américain au rang de leader. À l'est de la Tunisie, la bataille faisait rage. Nommé commandant du 2e corps de l'armée américaine, Patton a motivé les troupes, alors qu'il passait à l'attaque. Les chefs alliés, tels que le général anglais Harold Alexander, sentirent chez Patton des dons militaires remarquables, un jugement et un instinct indéfectibles sur les agissements de l'ennemi. Avec ses chars, Patton élabora un piège dans lequel le général d'Hitler, Erwin Rommel, tomba. Sa 10e division de Panzer perdit la moitié de ses 60 chars. Les dégâts furent si importants que Rommel ne tenta jamais une contre-attaque. Patton vit grandir sa réputation d'homme résistant et audacieux. Il prépara sa prochaine campagne avec ardeur, au commandement d'une nouvelle armée, la 7e, pour libérer la Sicile. Pourquoi Patton a-t-il refusé son transfert dans le Pacifique sous le commandement du général MacArthur pour combattre les Japonais? Pendant une attaque d'artillerie allemande lors de la Première Guerre mondiale, Patton et MacArthur ont fait face au danger côte à côte, alors que d'autres officiers sont allés se mettre à l'abri. Patton a toujours pensé que MacArthur ne lui avait jamais pardonné de s'être mis en avant au risque de les mettre en danger tous les deux. Ordre du jour de Patton à ses hommes. Souvenez-vous que comme attaquant, vous avez l'initiative.
Nous devons garder cet extraordinaire avantage. Rapidement, impitoyablement, rageusement sans relâche, attaquer. Dieu en est témoin, nous vaincrons. La stratégie de Patton dans chaque bataille était attaquer, attaquer, et même dans le doute, attaquer encore. Il était convaincu que sa mission était de relever le moral de ses troupes. Il les poussait sans faillir, certain que la vitesse et l'audace pouvaient écourter la guerre. Comme le général britannique Bernard Montgomery, Patton croyait en la mise en scène. Mais il était conscient que si sa stratégie n'était pas planifiée avec finesse, les hommes devineraient ses intentions. Patton utilisait tous les moyens pour pousser ses troupes. La campagne de Sicile fut un exemple. L'île fut conquise en 38 jours grâce à une tactique de repérage des bruits et un esprit de combat. Son vieil ami Dwight Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, lui rendit visite. Passionnément investi dans sa mission, Patton avait acquis une réputation d'homme au tempérament violent et impétueux. On souleva la question de son rôle dans l'invasion de la forteresse Europe. Ces déplacements tenus secrets du haut commandement allemand, on le vit en Grande-Bretagne. De nouvelles troupes écoutèrent son discours d'introduction et le baptisèrent « Old Blood and Guts », vieil homme de sang et boyau. Les vétérans le nommaient « le vieil homme » et disaient qu'il en connaissait mieux sur le combat que n'importe quel homme vivant. Il leur dit de devenir enragés et de rester enragés. Ils l'écoutèrent. Le jour J, la 3e armée de Patton se rassembla derrière la 1re armée de Bradley. Avec des véhicules blindés, cette armée était comme son commandant, rapide, frappant durement, pleine d'ardeur, impressionnante. À Cherbourg, l'armée de Patton s'avança telle une vague déferlante dans une attaque fulgurante, sa version de la guerre éclair allemande. Le vieil homme de sang et boyau avait dit « Plus nous avançons, plus de nazis nous tuerons, et plus de nazis tués, moins de nos hommes tués. Repousser l'armée allemande signifie moins de pertes. » La 3e armée écouta Patton. Il avait raison. Saint-Malo fut la première d'une longue liste de villes occupées par les Allemands un jour et libérées le lendemain. À la tête de cette croisade, un homme, accomplissant une destinée dont il avait rêvé depuis sa plus tendre jeunesse. Les attaques arrivaient de tous les côtés, sud, nord et est, vers l'Allemagne. La 3e armée avançait, déferlant sur l'ennemi. Il dit à ses hommes que durant les 2 dernières semaines, ils avaient avancé plus loin et plus rapidement que n'importe quelle autre armée dans l'histoire. Mais Patton, les poussant toujours et s'efforçant de faire de l'impossible une réalité, dit à ses hommes de continuer encore. Dépassant ses prévisions, la 3e armée traversa la Seine. Patton dit qu'il faisait du tourisme en Europe avec son armée. Il était partout et couvrait de grandes distances.
L'utilisation d'avions légers démontrèrent son ardeur et sa volonté de tout explorer pour accroître l'efficacité de l'armée. Pendant toute l'opération, la couverture aérienne du 19e commandement tactique de la 8e armée de l'air britannique aida considérablement la 3e armée. Les troupes continuèrent à avancer de manière stupéfiante. Patton ne rencontrait aucun obstacle. Il était prêt à continuer jusqu'au cœur de l'Allemagne nazie. Se battre pour poursuivre cette avancée fulgurante tenait du miracle, et cette intervention fut connue sous le nom de Red Ball. Mais les troupes de Patton avaient atteint leurs limites. L'hiver approchait, les autres forces alliées s'épuisaient, et la 3e armée reçut l'ordre d'arrêter et de rester sur ses positions défensives. Rien, si ce n'était la défaite, ne pouvait peser plus lourd sur le cœur du général. Pourquoi Patton a-t-il été critiqué lors de la libération du camp de prisonniers de guerre de Hamelburg? Patton a eu peur que les SS commencent à tuer les prisonniers de guerre une fois qu'ils en auraient terminé avec les Juifs. Certains pensent que la véritable intention de Patton était de sauver son beau-fils qui était au même moment lui-même prisonnier de ce camp. Ce fut difficile pour une armée formée à se battre. La tension baissa un peu quand une rumeur diffusant que la 3e armée recevrait des aides suffisantes pour continuer l'avancée sur Berlin. Patton pressa ses commandants à maintenir le moral des troupes qu'il avait bien remonté pendant l'offensive. Il parla lui-même à ses hommes avec fougue, leur insufflant la foi, la fierté et l'ardeur au combat. Puis, les ordres arrivèrent du quartier général. Patton eut le feu vert pour s'avancer vers Metz. Cette forteresse avait résisté à tous les assauts depuis 400 ans. Mais Patton voulait forger sa propre histoire. Et rapidement, la 3e armée avait conquis l'imprenable. Cependant, la victoire avait un prix. Une nouvelle stratégie pour la grande percée de la ligne Siegfried était en place, mais son intuition sur les plans de l'ennemi l'alerta d'un nouveau danger. En effet, le maréchal allemand Gerd von Rundstedt frappa avec 20 divisions le long de la frontière ardennaise sur une 60aine de kilomètres. La bataille des Ardennes. Eisenhower, demandant l'impossible, appela Patton et la 3e armée à la rescousse dans les 3 jours. En 2 jours, ils étaient là. Avançant impétueusement sur 170 km de route verglacée vers Bastogne, cernée par les nazis, les troupes de Patton, progressant difficilement et rapidement, délivrèrent la ville et arrêtèrent l'avancée allemande. Une fois de plus, l'ennemi était sur la défensive. Selon Patton, il était destiné à échouer. La 3e armée brisa l'offensive allemande et engagea les préparatifs pour leur propre offensive. Comme toujours, Old Blood and Guts les poussa comme jamais personne ne l'avait fait. Le résultat fut au-delà de toute espérance.
Les bottes lustrées, les revolvers à la crosse d'ivoire et l'impiété faisant partie du personnage. Il incarnait la force, l'ardeur et la flamboyance, des qualités qu'il estimait synonymes d'un grand général. Patton croyait à la reconnaissance de l'héroïsme de ses hommes. Pour lui, les mots de devoir, patriotisme et loyauté avaient une réelle signification, et ces hommes le savaient. Pourquoi Patton a-t-il été remercié de son poste de gouverneur de Bavière après la guerre? Pendant les étapes de reconstruction allemande, Patton a eu peur que des milliers d'Allemands ne meurent si le minimum de service n'était pas restauré. Il nomma plusieurs anciens nazis qu'il jugeait compétents à des postes cruciaux, ce qui allait à l'encontre de l'ordre de dénazification des forces alliées. La ligne Siegfried, que Patton considérait comme un monument de stupidité, s'effondra facilement. La fameuse Troisième Armée était à nouveau déchaînée, dans une colère qui dura tout le printemps et qui amènerait la fin de la guerre avant l'été. Les troupes de Patton se comportaient au-delà de toutes les espérances. L'ennemi pensait que Patton s'arrêterait sur les berges du Rhin. Il traversa. Ces divisions se battaient sur un large front vers leur but final. Il prit toujours le temps de reconnaître la valeur de ces hommes. Il attribua secrètement au soldat Harold Garman la médaille d'honneur. Exaltant le sacrifice, Patton ne s'appesantit jamais longtemps sur les horreurs de la guerre. Mais quand sa Troisième Armée marcha dans les camps de concentration allemands, il découvrit une atrocité d'un nouveau genre. Même pour un soldat bien endurci, c'était une abomination, une insulte à l'humanité. La guerre finie, Patton relâcha brièvement son attitude militaire soigneusement entretenue. Il s'autorisa à jouir du moment. À son retour, l'Amérique lui montra sa gratitude. Los Angeles l'accueillit triomphalement. Le général Doolittle, dont la 8e armée de l'air avait tant fait pour la victoire finale, était avec lui. Bien qu'aucune unité et aucun individu n'ait gagné seul la guerre, nous sommes heureux d'avoir ce soir avec nous un homme qui a joué un grand rôle dans la victoire. Je suis content et fier d'avoir eu le privilège de me battre aux côtés du général George Patton. Général Doolittle, soldats, mesdames et messieurs, ce fut une grande leçon que les 4 premières heures passées au-dessus d'une terre détruite. Absolument détruite. Vous qui n'avez pas vu cela ne savez pas à quoi ressemble l'enfer. Voilà à quoi ressemble l'Allemagne. Sans aucune bataille à gagner, Patton regardait les Américains se battre sur les terrains de sport. Il vit à nouveau l'esprit de combat, la volonté de gagner, une qualité qu'il admirait et qu'il incarnait.
L'épreuve teste l'homme. La guerre, ce grand combat, fut le test suprême. Il s'attendait à une mort exceptionnelle. Il se trompa. Il fut mortellement blessé dans un accident de voiture 4 mois après la fin de la guerre. Il fut enterré avec les soldats de la 3e armée qui étaient tombés à la bataille des Ardennes. Patton vécut pour l'action et la gloire. Il triompha au service de sa patrie. Il étudia la guerre et la psychologie de la guerre avec zèle. Selon le général Pershing, ça ne faisait pas de mal à l'Amérique d'avoir un général si audacieux qu'il pouvait en être dangereux. Patton fut un héros de guerre dans la tradition classique, et sa place dans l'histoire américaine est assurée d'être celle d'un des plus grands généraux. Un homme remarquable, une vie remarquable. Général Patton Jr., un héros. April 1945, Buchenwald. American tanks tear through barbed wire, revealing a hell on earth. This concentration camp, like the many that dot Eastern Europe, is a monument to the hatred and depravity of Nazi ideals. All the resources and ingenuity of a modern nation have been channeled to the cause of evil. Now the world will know what rancid fruit grows in Hitler's Aryan Garden of Eden. Third Army's slicing drive through southern Germany is in effect dissecting the diseased corpse of the Third Reich. Just 1 week after liberating the death camp at Ohrdruf, General George Patton's troops plunge yet again into the foreboding nightmare of the Holocaust. Buchenwald holds the usual horrors, the walking skeletons, bone dust, and mass graves, but also illustrates the escalating haste of the SS as the Allied snare closes around them. Time has run out on their frantic efforts to move their captives and bury the evidence of their crimes. Some of the 20,000 inmates found at Buchenwald had just been moved to the camp after an arduous journey from the east. Forced to march in the dead of winter, many who started the trip never arrived. Many more died of typhus once they got there. Throughout the camp, emaciated corpses are stacked in piles like cordwood. The sad truth is Buchenwald was not even considered a death camp by the Nazis. And inmates with experience in other camps like Stutthof or Birkenau confirmed the relatively good survival rate here, where thousands upon thousands of Jews, gypsies, and other victims labored at local armament plants, forced at gunpoint to further the cause of Nazism. An average of 200 people died each day, according to the meticulously kept records in the camp's Totenbuch. While there was coal, corpses were burned. When the coal ran out, bodies were thrown in ditches and plowed over.
In the final days, victims were simply left to rot in the sun. The gruesome spectacle of such camps inspires nausea even in Patton, who has shown a high tolerance for gore on the battlefield. Of course, battlefields do not produce the kind of calculated crimes in evidence at Buchenwald. Of the many outrages here, the disturbing hobby of the commandant's wife is enough to give pause to even the most callous combatant. Ilse Koch, known as the Bitch of Buchenwald, made ornaments and lampshades from human skin, preferably tattooed skin. To the soldiers, the camp was an otherworldly glimpse of suffering and despair. To the prisoners who spent months or years at the edge of the abyss, it is the prospect of freedom that is alien. Some are numb from their experiences, staring impassively at their liberators, as if the GIs were a hallucination. Others manage weak smiles or even salutes. It is soon discovered that these inmates were left behind after yet another grim exodus. There are few Jews among the survivors at Buchenwald. Those who had not been murdered were driven like cattle to Aschersleben and Schönebeck, camps further within the dwindling realm of Nazi control. Even in the face of imminent defeat, the oppressors had clung to their dream of extermination. Escape is not so easy elsewhere. To the north, where Field Marshal Bernard Montgomery's 21st Army Group has thrown the Wehrmacht into a tailspin, the SS has no time to cover its tracks. On 15 April, British tanks blast their way into the concentration camp at Belsen. The camp remains a battleground for 2 days, with British forces claiming its capture and SS guards maintaining partial control. As Allied reinforcements arrive in force, the Brits secure the camp and begin to investigate their horrible prize. Typhus has spread through the camp like wildfire, and the sick had been shut off in their barracks, left to die without even running water. Inmates who had avoided the deadly disease did not fare much better. The commandant had willfully starved some 70,000 people, all clogged into a camp designed for 10,000. Of that number, the British discover 30,000 inmates barely alive, and the dead bodies of 30,000 more. Despite desperate attempts to feed and treat the survivors, the death rate continues to soar after the camp is liberated. British soldiers burn down the disease-infested barracks of the camp. Nazi prisoners are forced to dig graves and tend to the dead. Film and radio reports of the atrocities play to outraged audiences in Britain and America. If anyone had questioned why young men were sent to fight and die on the battlefields of Europe, here is their answer. Other questions, ugly questions about the nature of humanity, defy such easy resolution. The horror of Hitler's crimes hangs like a black cloud over this great world conflict, even as the embers fade in the infamous ovens of genocide.